Bien, bonjour à tous et bienvenue pour cette session mixte du congrès SFCTCV Arcotova, session entièrement dédiée à la protection myocardique en chirurgie cardiaque. Session donc, que j'ai la chance de co-modérer avec le professeur Philippe Ménacher de Paris. Mon nom est Jean-Luc Fedaï, moi je travaille donc, aux Hospices civils de Lyon. Et comme la session est chronométrée et que nous avons peu de temps, je vais tout de suite donner la parole donc, au premier intervenant, qui est le docteur Pascal Chiari, et qui va nous parler en une dizaine de minutes de la place en 2020 des halogénés et du préconditionnement ischémique à distance dans les stratégies multimodales de protection myocardique périopératoire. Pascal, tu as la parole et merci d'être là. Bonjour à tous et merci pour cette invitation. Donc, je m'appelle Pascal Chiari, je travaille à Lyon, je suis anesthésiste en chirurgie cardiovasculaire thoracique. Je n'ai aucun conflit d'intérêt avec cette présentation. En fait, en faisant cet exposé, je me disais quand globalement le terme de la protection, dans la thématique de la protection myocardique, j'ai l'impression que les praticiens cherchent invariablement une technique simple, peu onéreuse, safe, non invasive pour arriver à protéger ces organes. Et vous allez voir que ce n'est pas simple de trouver ce genre de cocktail. Quand on parle de protection myocardique, on arrive rapidement au concept du conditionnement. Vous savez que le conditionnement myocardique consiste, c'est une vieille histoire qui date des années 80, qui consistait à agir avant le clampage aortique, pour induire un phénomène cardioprotecteur qui va réduire les lésions d'ischémie en perfusion. C'est le préconditionnement, ou à agir au moment du déclampage, c'est-à-dire juste après l'ischémie, en post-conditionnement. L'illustration la plus pharmacologique, la plus simple pour nous les anesthésistes, c'est de mettre en place des halogénés, soit avant le clampage aortique effectué par le chirurgien, ça c'est assez simple, soit à mettre cet halogéné au moment du déclampage, et ça, surtout quand on est en France, c'est moins simple parce que ça consiste à mettre les halogénés dans la circulation extracorporelle, puisque le post-conditionnement consiste à agir soit juste avant le déclampage, soit au moment précis du déclampage. L'illustration la plus simple de ce processus de cardioprotection par les halogénés avait été illustrée par Stéphane de Hert, qui avait montré qu'une anesthésie conduite sous sévoflurane avant pour préconditionner, pendant la CEC pour post-conditionner et après, faisait nettement mieux en termes de taux je vous ai plus à l'écran, de taux de troponine post-opératoire par rapport à une anesthésie conduite sous propofol. Le problème de cette étude, c'est que c'était une étude monocentrique avec une technique opératoire particulière, parce que c'était du clampage aortique intermittent. Il y a eu beaucoup d'études cliniques qui ont été effectuées, et comme il y a eu beaucoup d'études cliniques, il y a eu évidemment des méta-analyses qui tendent à démontrer que les halogénés vont induire une baisse de la troponine post-opératoire, voire même une baisse de la mortalité périopératoire. Ce qui fait que, fort logiquement, les recommandations qui sont parues l'année dernière, les recommandations européennes, disent qu'il faut utiliser les halogénés en chirurgie cardiaque, voire même, comme vous le voyez, considèrent qu'il faudrait utiliser les halogénés pendant la CEC. J'insiste là-dessus parce que pendant la CEC, ça consiste à post-conditionner. Et comme vous savez, en France, ce n'est pas une technique qui est bien pratiquée au quotidien. Donc, on pourrait dire que la messe est dite et les halogénés paraissent évidemment cardioprotecteurs. Sauf que Stéphane de Hert était lui aussi un migrant, il a migré, il était parti à une époque de Belgique, il est parti aux Pays-Bas et il a eu l'idée de faire cette étude qui est moins connue et qui est tout aussi intéressante, où il a fait une étude multicentrique et il a comparé une anesthésie intraveineuse à une anesthésie sous halogénie, sévoflurane et desfurane. Et là, vous voyez que c'est beaucoup moins éloquent en termes de résultats, avec un petit P qui n'est pas significatif. Et donc, il n'a pas pu démontrer sur une étude multicentrique ce qu'il avait démontré sur son centre belge. Et puis surtout, le problème des halogénés, c'est l'étude Myriad. L'étude Myriad, c'est une étude qui est parue l'année dernière dans New England, une étude pilotée par Giovanni Landoni. Autant dire que Giovanni Landoni, c'est quand même un fervent partisan de la cardioprotection induite par les halogénés en chirurgie cardiaque. Et Giovanni Landoni avait fait ce pari, il avait émis l'hypothèse qu'une anesthésie conduite sous halogénés réduirait la mortalité à 1 an
après chirurgie de pontage coronaire de 50% en la faisant passer de 3% à 2% par rapport à une anesthésie intraveineuse. Ils avaient calculé qu'un effectif de 10 000 patients était nécessaire pour arriver à cette démonstration. C'est une grosse étude multicentrique, 36 centres, 13 pays. Il y avait des analyses intermédiaires à 25, 50 et 100% des inclusions. C'est une étude, comme vous voyez, planétaire. Il y a quelques centres européens, la Russie, le Moyen-Orient, l'Extrême-Orient, l'hémisphère sud. Évidemment, il y a une stratification par centre, mais vous voyez, c'est une étude impressionnante en termes de design, avec des pratiques, on peut imaginer, qui sont différentes d'un centre à l'autre, mais encore une fois, avec une stratification par centre. Et lors des analyses intermédiaires, à 50% des inclusions, ils ont décidé d'arrêter l'étude pour futilité. Ils avaient quand même inclus 5400 patients. Dans les 5400 patients inclus, il y avait principalement du sévoflurane versus principalement du propofol. Vous voyez quand même pas loin d'un tiers des patients qui recevaient du midazolam. Dans les 2 tiers des cas, c'était du on-pump. Et vous voyez qu'il n'y a aucun bénéfice en termes de mortalité à 1 an entre les deux groupes. Donc, quelle est la place d'halogénie en 2020? Ce n'est pas simple à dire. Il y a probablement un effet qui n'est pas très important, mais voilà. Rapidement, le remote conditioning, c'est une affaire qui est ancienne aussi. Le préconditionnement, ça date des années 86. Quelques années après, au début des années 90, l'équipe de Cloner en Amérique du Nord découvre le fait que si on ligature une IVA, on protège le réseau circonflexe. Et en fait, pour nous, cliniciens, la façon la plus simple d'induire un préconditionnement à distance, c'est de positionner un brassard à la partie proximale du membre supérieur. Ça se fait chez les enfants, notamment en mettant ce brassard en haut de la cuisse des enfants. Vous inflatez le ballon au-delà de la pression systémique, donc vous induisez une ischémie du membre en aval du garrot. Vous induisez cette ischémie clinique dans les études cliniques classiquement pendant 5 minutes, puis vous relâchez le garrot. Et ensuite, excusez-moi, vous ne voyez pas mes slides? D'accord. Et ensuite, on relâche le garrot. Et donc, on induit un phénomène qui va passer par voie neuronale et humorale et qui va, in fine, arriver à une protection d'organes au sens large du terme, une protection myocardique, mais aussi des autres organes. L'un des premiers papiers très impressionnants qui avait été publié était le papier de l'équipe londonienne pilotée par Derek Yellen et Derek Ozenloy, qui avait montré une étude monocentrique que sur pas loin de 60 patients, le simple fait de mettre un brassard et de l'inflater pendant quelques minutes avant le clampage aortique permettait de réduire très significativement les taux de troponinité post-opératoire. Alors, je sors un petit peu du cadre de la protection myocardique, mais ce papier est quand même impressionnant. C'est l'équipe Alexander Zarbok qui avait montré dans le JAMA en 2015 que chez des patients à risque rénal opérés de chirurgie cardiaque, et bien simplement le fait de mettre en place ce remote conditioning allait très significativement réduire le retentissement rénal chez ces patients à risque rénal. Et puis, vous avez peut-être vu passer ce papier qui était sorti 2 ans plus tard dans Anesthesiology avec un suivi à 3 mois des patients. Et vous voyez qu'il y avait effectivement un recours à la dialyse qui était nettement moindre chez les patients qui avaient eu le remote conditioning par rapport aux autres. Malheureusement, pour le remote conditioning, un petit peu comme pour les halogénés, eh bien, vous voyez qu'il y a cette étude qui est sortie en 2015 dans le New England, étude multicentrique allemande, où ils avaient, sur un critère principal de morbimortalité, ils avaient inclus 1400 patients, toute chirurgie cardiaque confondue, avec une anesthésie sous propofol, et ils n'avaient aucun bénéfice en termes de critère principal. Ils avaient un effet, ils n'avaient pas d'effet non plus sur l'infarctus du myocarde. Et puis surtout, il y a la seconde étude pilotée par la même équipe londonienne, Ozenloy-Yellen, qui avait sur un design assez similaire, sur un effectif à peu près pareil, avec le même critère de morbimortalité, qui était arrivé au même résultat, a remarqué qu'ils avaient laissé les investigateurs travailler soit sous propofol, soit sous halogéné. Ils avaient un petit effet sur l'infarctus, mais finalement pas grand-chose. Et quand on regarde les revues dans la littérature, eh bien, ils vous disent ce que je suis en train de vous raconter, à savoir que le remote conditioning n'a pas d'effet sur le clinical outcome et qu'il a peut-être un effet modéré sur la troponine T ou la troponine I. Alors en fait, c'est quand même troublant cette affaire parce que
ces produits sont cardioprotecteurs et en fait, les études cliniques n'arrivent pas à démontrer la chose. Donc, on s'est dit, nous, qu'il y avait peut-être un problème de puissance. Et donc, on a lancé une étude ProCard, l'étude ProCard, qui était une étude qui visait à induire une cardioprotection multimodale, à essayer d'agir pour augmenter la puissance de cette cardioprotection. Donc, on a lancé une étude multicentrique, prospective, randomisée, contrôlée en simple aveugle, qui a obtenu un financement via un PHRC régional en 2016. C'est une étude franco-française, donc il y avait 4 CHU qui ont participé, Lyon, Grenoble, Caen, Saint-Étienne, la clinique de la sauvegarde à Lyon et l'Institut Arnaud de Sang à Saint-Laurent-du-Var, donc des pratiques probablement différentes. On avait 210 patients à inclure, 105 par groupe. Évidemment, il y avait une stratification par centre. C'était des patients opérés de chirurgie de la valve aortique, plus ou moins pontage coronaire. On laissait les centres pratiquer la cardioplégie qu'ils souhaitaient. Il y a eu un gros succès en termes de randomisation, puisque en fait, on avait prévu 24 mois d'inclusion et les collègues ont bouclé l'étude en 16 mois. Le principe, c'était d'avoir un groupe contrôle sous propofol, d'avoir un normo-pH versus ce que les Français appellent le bundle of care. En fait, on avait un remote conditioning après l'induction et avant le clampage. On mettait les patients sous sévoflurane. Alors, ce qui est important à noter, c'est que comme c'est une étude franco-française, vous savez qu'en France, on n'aime pas mettre les halogénés dans la pompe. Donc, il y avait 4 centres sur 6 qui étaient sous propofol et 2 centres, les vilains petits canards, qui ont les halogénés dans la pompe, à savoir l'Institut Arnaud de Sang et nous-mêmes au CHU de Lyon, où nous avions les halogénés tout au long de l'intervention. On a fait un contrôle glycémique, mais ça, c'est Alexandre qui va en parler tout à l'heure, parce que c'est important en termes de protection. Et on a fait, et ça, je pense que ce sera le 3e topo de la session, on a demandé aux techniciens de CEC de ralentir la ventilation per CEC à la fin de la CEC, juste avant le déclampage, pour amortir la coût du pH paradoxe. Et puis, on a pratiqué une reperfusion douce. Et le résultat est le suivant. Vous avez... Le critère principal, c'était l'air sous la courbe de la troponine hypersensible en mesure centralisée sur Lyon. 210 patients inclus, et vous voyez qu'on a un effet qui est non significatif avec un P à 0,55. On a une baisse de 8%, avec, comme vous le voyez, des écarts importants entre les groupes qui expliquent probablement, outre le fait qu'il y a un effet faible, le fait qu'on a évidemment un P qui est loin de la significativité. Je voulais quand même, pour terminer, vous montrer quand même cette analyse en sous-groupe qui est assez intéressante, notamment puisque c'est une session sur les halogénés, sur le remote conditioning. Il y avait 2 centres sur 6 qui avaient des halogénés dans la pompe. Et vous voyez qu'à peu près 45-46% des patients étaient sous halogénés. Comme m'a dit la statisticienne, c'est bête, si vous aviez inclus un peu plus d'une dizaine de patients en plus à Lyon, vous passiez sous la barre fatidique. Nous, à Lyon, on a baissé de 28% avec ce cocktail, mais ce n'était pas suffisant. En conclusion, je dirais que les études expérimentales ont démontré la réalité de la cardioprotection par les halogénés et le remote conditioning. Ça, c'est une multitude, des centaines de papiers. Mais par contre, les données expérimentales nous apprennent qu'il y a des facteurs modulants. Par exemple, on a peut-être inclus des patients qui étaient trop âgés et qui ne répondent pas à ces phénomènes de cardioprotection. La glycémie a été bien gérée, mais peut-être que c'est un élément important. Il y a de nombreux médicaments qui interfèrent. Nous, on a essayé de cumuler, mais peut-être que notre bundle n'était pas le bon. En tout cas, les études cliniques montrent aussi qu'il y a un gap considérable entre les études monocentriques et les études multicentriques. Je ne vous ai pas montré, mais à Lyon, ça a relativement bien marché et on n'est pas meilleur que les autres, mais dans d'autres centres, dans d'autres conditions, notre bundle était moins efficace. Et probablement que ce conditionnement par les halogénés et le remote est probablement insuffisamment protecteur pour induire isolément un bénéfice clinique, donc avoir une approche globale par d'autres phénomènes comme les gestions hémodynamiques, l'oxygénation ou le contrôle glycémique. Et je vais laisser la place à Alexandre Ouattara. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup, Pascal. Donc, il est prévu qu'on discute. Merci beaucoup, Pascal, pour cette première présentation donc, de la session. On sait à quel point c'est difficile pour toi de résumer 20 années de travail sur la protection de cardiaque par les halogénés en 10 minutes, mais comme tu as à peu près réussi l'exercice, la prochaine fois, on te le proposera en 180 secondes. Est-ce qu'il y a des questions? Je sais qu'Alexandre Ouattara, je crois, avait une question pour toi. Alexandre, est-ce que tu peux poser ta question?
Pascal, merci. C'est la première fois que je vois les résultats. Tu nous avais montré la méthodologie au début de CEC. Et bon, même si les résultats sont négatifs, bravo pour la méthodologie et bravo pour la ténacité. J'avais une question. J'ai eu l'occasion de reviewer un papier sur le remote preconditioning où c'était une équipe chinoise qui disait qu'on pouvait peut-être le faire plus précocement, par exemple à 24 heures. Tu as peut-être passé un petit peu rapidement, j'ai pas vu. Le Non, j'en ai remote pas. preconditioning, il était fait quelques minutes avant, je crois, chez vous. Est-ce que tu penses vraiment, est-ce que tu crois que de modifier, essayer de le faire une première fois la veille de l'intervention, parce que ça serait tout à fait faisable sur le plan pratique, et de le répéter juste avant l'intervention aurait un intérêt ou pas? Est-ce que tu as des données dans la Ah, littérature? ça paraît logique dans la mesure où, tu sais, il y a ce qu'on appelle la seconde fenêtre du préconditionnement. Moi, j'avais endormi des lapins américains à J-1 et le lendemain, ils avaient moins d'infarctus. Donc, on sait qu'il y a ce qu'on appelle la seconde fenêtre du préconditionnement et probablement que le remote conditioning, si on le fait la veille, il agit déjà le matin aussi. Donc, probablement, sauf que pour le réaliser en pratique, si tu veux, moi, il y a un aspect expérimental, mais après, je suis au bloc et tu imagines un petit peu la complexité. Je pense que l'avenir de la cardioprotection, c'est de faire des choses simples. Et donc, je ne sais pas si c'est… Tu vois, au même titre que le problème du remote, c'est qu'il y a des tas de papiers, j'en ai pas parlé, j'ai pas le temps, qui disent que c'est la faute du propofol si le remote conditioning ne marche pas. Le problème, c'est qu'on a le droit de faire du propofol pendant la chirurgie cardiaque et c'est un problème de puissance, je pense, de la protection. Et c'est possible que le faire la veille, ça augmente la puissance. Si on peut le faire, pourquoi pas? Mais ça complexifie la prise en charge de nos malades, quoi. Ok, Je peux merci. dire un mot? Une deuxième… Oui, oui, je vous en prie, allez-y. Je pense qu'il y a aussi une raison peut-être qui explique ce contraste un petit peu frustrant entre toutes ces démonstrations expérimentales que le préconditionnement avant ou après marche, et puis le fait que les études cliniques, sauf les toutes premières, ne montrent rien, c'est que précisément ces premières études cliniques, celles dont vous avez parlé, d'Eric Yellon et de son équipe, elles ont utilisé de la fibrillation ventriculaire avec clampage aortique intermittent. Oui. Et là, on a une protection qui est quand même sous-optimale et sans doute une certaine marge pour montrer une amélioration avec une autre technique, en l'occurrence le préconditionnement. À partir du moment où vous faites de la cardioplégie, a fortiori sur des remplacements valvulaires aortiques pour lesquels on peut imaginer des temps de clampage quand même relativement courts, la qualité, entre guillemets, même si elle n'est pas parfaite, de la protection devient telle que c'est très très difficile de montrer une amélioration supplémentaire. Je pense qu'il y a là une des raisons possibles justement à cette discordance. N'oublions pas que toutes ces études britanniques initiales ont été faites avec ce qu'ils utilisaient à l'époque, c'est-à-dire leur fibrillation hypothermique ou même à peine hypothermique d'ailleurs, avec clampage intermittent. Est-ce que ça voudrait dire qu'il pourrait lancer des études chez les patients à haut risque alors? Peut-être. Oui, je pense que si on voulait montrer quelque chose, il faudrait sans doute se mettre dans des conditions où, avec les techniques standards, la protection reste sous-optimale, disons, et donne un espace pour montrer une amélioration supplémentaire s'il y en a une avec une autre technique. Mais que là, vous les protégez tellement bien, je ne sais pas quel est le temps de clampage moyen dans votre étude Procard, j'imagine on doit être aux alentours de 50 minutes, quelque chose comme ça. 70 et quelques minutes. 70. Mais s'il y a une bonne protection par la cardioplégie, et puis le bruit de fond en plus est considérable, c'est vrai que ça devient difficile de montrer un bénéfice supplémentaire. Mais ça ne remet pas en cause l'intérêt du préconditionnement. C'est ça qui est… Il y a une autre piste, et on va être obligé de passer à l'orateur suivant, sinon on manquera de temps. Une autre piste, et Pascal Carry l'a évoqué dans sa présentation, c'est peut-être que le cœur n'est pas le seul organe cible auquel on doit s'intéresser, et que quand on parle de protection, il faut réfléchir à l'échelle de l'organisme, protection d'organes, protection rénale par exemple. Et là, il y a des choses aussi qui sortent dans la littérature, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Très bien. Bon, bah, écoutez, merci. Je crois qu'on nous rappelle qu'il faut effectivement qu'on passe à la seconde présentation de M. Ouattara sur le contrôle glycémique périopératoire. Je ne sais pas si je suis connecté. Je pense que c'est bon. OK, donc merci à tous. Merci au comité d'organisation de m'avoir donné l'opportunité de discuter de ce sujet qui aujourd'hui date un petit peu, mais qui, à mon avis, nécessite quand même, mérite qu'on fasse quelques rappels. Alors, le contrôle périopératoire de la glycémie en chirurgie cardiaque.
Alors, je n'ai pas de conflit d'intérêt concernant cette intervention. Alors, il faut avouer que l'étude qui a eu vraiment la fonction catalyseur du contrôle périopératoire en chirurgie cardiaque, le contrôle glycémique périopératoire, c'est celle-ci. Alors, c'est une étude qui est publiée en 2001 par Grit van den Berg, qu'un grand nombre d'entre vous connaissent. C'est une étude monocentrique, donc qui va comparer en réanimation chirurgicale 2 niveaux de contrôle glycémique, donc soit la normoglycémie 0,8 à 1,1 versus 1,8 à 2 grammes. C'est une réanimation donc chirurgicale. Les patients vont recevoir une charge en fait glucosée relativement importante, journalière, entre 200 et 300 grammes. C'est des détails, mais ça, ils ont leur importance. Et donc, dans un bras, on va normaliser la glycémie et dans l'autre bras, on va être un petit peu plus laxiste. Le critère de jugement, comme pour toutes ces études du New England, c'est des critères forts. C'est la mortalité en réanimation et la mortalité à l'hôpital. Et donc, cette étude jette un gros pavé dans la mare et montre que le contrôle glycémie strict en post-opératoire permet donc de réduire la mortalité en réanimation et permet de réduire la mortalité donc à l'hôpital. Par contre, le prix à payer, comme vous le voyez, c'est une incidence d'hypoglycémie relativement importante, en tout cas significativement plus élevée dans le groupe de patients qui étaient contrôlés de façon stricte, sachant que cette équipe est habituée donc à la stratégie. Et quand on regarde la méthodologie, les patients pouvaient recevoir jusqu'à 50 unités heure. Alors, quand je dis que cette étude a été un véritable catalyseur pour le périopératoire de chirurgie cardiaque concernant le contrôle glycémique, c'est que lorsqu'on regarde la population donc qui est inclue dans cette étude, vous voyez que 63% des patients sont des patients de chirurgie cardiaque et à peu près 5% des patients de chirurgie vasculaire. Donc, c'est des patients cardiopathes en puissance et c'est clairement, à mon avis, pour cette raison-là que Grit van den Berg observe donc de tels effets bénéfiques. Enfin, dans une étude ancillaire, elle essaye de trouver quel niveau en fait de glycémie il faut avoir pour avoir un effet bénéfique donc sur cet outcome. Et vous voyez que quel que soit le niveau auquel elle s'intéresse, il y a toujours un effet bénéfique jusqu'à donc une valeur de normoglycémie. Alors, comme je dis, c'est probablement sur cette population ciblée que Grit van den Berg a eu ces résultats parce que on sait depuis bien longtemps que glycémie et système cardiovasculaire, ça ne fait pas bon ménage. Alors, j'ai cité ici trois études expérimentales. Donc, vous avez ici l'étude publiée par l'équipe de Walchier, qui est une étude expérimentale, qui va donc faire un phénomène d'ischémie-reperfusion qui vous a été décrit tout à l'heure. Mais avant ce phénomène d'ischémie-reperfusion, ils vont faire du préconditionnement. Et comme l'a dit tout à l'heure Pascal Carry, le préconditionnement, normalement, ça réduit donc la taille de l'infarctus. Et ils vont faire 2 groupes d'animaux, un groupe qui sera normoglycémique, un groupe qui sera hyperglycémique. Et qu'est-ce qu'on observe? On observe ici donc un groupe contrôle, on fait une ischémie-reperfusion. Ici, c'est le groupe préconditionnement, et donc on voit qu'il y a une réduction de la taille de l'infarctus. Mais lorsqu'on fait le préconditionnement alors que l'animal est hyperglycémique, il y a une abolition totale donc de l'effet protecteur de préconditionnement. Un autre versant, c'est le stress oxydatif. C'est la même équipe qui publie ce papier sur un modèle donc également animal, où en fait, ils vont regarder l'effet de l'hyperglycémie sur la fonction endothéliale coronaire. Donc, ils induisent une hyperglycémie à ces animaux. Ils font des biopsies myocardiques. Qu'est-ce qu'ils observent? Ils observent des dépôts dans donc les différentes biopsies myocardiques. Excusez-moi. Et quand ils mettent le Temtol, qui est un scavenger des radicaux libres, ils observent finalement que ces dépôts sont moins importants, ce qui signe finalement donc l'existence de radicaux libres dans ces biopsies myocardiques. Et quand ils évaluent la fonction endothéliale coronaire, ils observent en fait chez ces animaux qui sont hyperglycémiques une réduction donc de la vasodilatation induite par l'acétylcholine. Par contre, cette vasodilatation est restaurée lorsque les animaux reçoivent du Temtol, ou c'est plutôt ces coronaires sont pré-traités au Temtol, qui témoigne bien que la dysfonction endothéliale coronaire observée liée à l'hyperglycémie est bien liée donc au stress oxydatif puisqu'il est corrigé par des scavengers des radicaux.
Alors, à côté du système cardiovasculaire, l'hyperglycémie, c'est pas bon non plus pour le système immunitaire. Vous avez ici l'activité phagocytaire, en fait, de patients diabétiques, donc qui sont prélevés, qui sont testés soit avant la CEC, soit 1 heure après la CEC, dans 2 groupes de patients. Je ne sais pas pourquoi mes diapos passent à chaque fois automatiquement. Un groupe où, en fait, vous avez laissé la glycémie augmenter jusqu'à 2,2 g versus un groupe où vous avez la glycémie qui est normalisée à 1,5 g. Vous voyez que dans les 2 groupes, certes, la fonction phagocytaire des polynucléaires baisse, mais elle est significativement plus diminuée dans le groupe où on a laissé dériver la glycémie. Le corollaire clinique de ça, c'est la relation qui existe, que vous connaissez, entre la valeur de glycémie post-opératoire et, vous voyez, le site d'infection au site opératoire. Alors, jusqu'alors, on voit pas mal de papiers, on vient de décrire pas mal de papiers en post-opératoire. Il faut attendre quelques années pour avoir des données en péropératoire. Nous avions fait, donc, à l'époque, quand je travaillais à la Pitié-Salpêtrière, ce travail qui s'était intéressé de voir l'impact du mauvais contrôle glycémique péropératoire. En post-opératoire, nous avions une normalisation de la glycémie chez tous les patients, donc chez des patients diabétiques, et nous avions fait une analyse multivariée pour identifier les facteurs prédictifs de morbidité post-op. Nous n'avions pas intéressé à la mortalité parce que nous avions un faible effectif de 200 patients, et nous avions donc observé ainsi que, comme facteur prédictif de morbidité post-op, nous avions l'HTA, nous avions la transfusion, nous avions l'hypothermie, nous avions l'insuffisance rénale, mais nous avions aussi, vous voyez, le mauvais contrôle glycémique péropératoire. Et vous voyez que la même année, une équipe nord-américaine publie cette fois l'impact de la valeur maximale de glycémie péropératoire comme étant relié à la mortalité, puisque là, on a un effectif de plus de 2000 malades. Alors, c'est des analyses ou c'est des études qui font le lien statistique. Ça ne fait pas de lien de causalité. Et donc, il fallait attendre cette étude randomisée, donc menée à la Mayo Clinic, monocentrique, 400 patients, où on va comparer un contrôle glycémique strict péropératoire versus un contrôle beaucoup plus laxiste, autour de 1,5 g. Par contre, en post-opératoire, on est encore sous l'influence de Glick-Vandenberg. Et donc, tout le monde en post-opératoire est contrôlé de façon stricte. Donc, le seul différence, c'est le contrôle péropératoire qui est soit strict, soit un peu plus laxiste. Le critère de jugement, toujours pareil pour publier dans ce type de revue, c'est des critères de jugement forts comme la morbidité ou la mortalité à 30 jours. Vous voyez ici l'évolution des valeurs de glycémie péropératoire et vous voyez bien que dans le groupe contrôlé de façon intensive, on a donc une normoglycémie tout au long de l'intervention. Le critère de jugement était la morbidité, la mortalité à 30 jours. Eh ben, ce critère de jugement n'était pas significativement différent entre donc les groupes de patients traités. Par contre, regardez, chose un petit peu embêtante, c'est qu'il y avait plus d'AVC dans le groupe qui était traité de façon intensive, c'est-à-dire normalisant la glycémie. L'une des hypothèses des auteurs et de ce travail qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est la survenue probablement d'hypoglycémie péropératoire qui, vous voyez, quelles que soient les études auxquelles on s'intéresse, est toujours associée à un risque de décès ou de morbidité. En effet, c'est important parce que dans ce papier, le plus souvent, les patients étaient contrôlés grâce à des glycémies capillaires et on sait que la valeur de glycémie capillaire surestime en fait la valeur de glycémie si vous la contrôlez donc sur le sang total au laboratoire. Pourquoi? Parce que les méthodes de mesure, je ne sais pas pourquoi ça passe tout seul, les méthodes de mesure qui sont utilisées pour ces détections capillaires en fait sont très influencées soit par le pH, soit par la température, soit par la valeur de glycémie. Tous ces paramètres donc qui sont modifiés, que l'on change au cours de la chirurgie cardiaque. Donc, attention, si on veut normaliser la glycémie en péropératoire, on s'expose à des risques d'hypoglycémie si on utilise la glycémie capillaire. Et ça avait été également soulevé dans ce papier donc publié en 99, qui avait mis en garde les gens qui tentaient de normaliser la glycémie en péropératoire en disant qu'en plus, il y a une telle insulinorésistance qu'on n'arrivera pas à normaliser la glycémie. On va donner beaucoup d'insuline aux patients en péropératoire et en post-opératoire, on va le payer avec des risques d'hypoglycémie. Donc, on est confronté finalement à 2 profils dans le contrôle glycémique péropératoire. Un profil péropératoire où finalement,
lorsqu'on regarde l'impact sur les différents outcomes, vous voyez qui sont illustrés ici, en fonction de la valeur de glycémie, en péropératoire, on va baisser donc les valeurs de glycémie, ce qui va permettre de diminuer les différents outcomes, mais à partir d'une valeur qui va se situer autour de 1,6, 1,8 de glycémie. Si on descend en dessous, vous voyez, si on tente de normaliser, on va remonter en termes d'outcome. Par contre, en post-opératoire, comme le dit Green Van Den Berg, si on est dans une équipe très entraînée, on va pouvoir diminuer les valeurs de glycémie jusqu'à les normaliser. Alors, jusqu'à les normaliser, mais je vous rappelle que le prix à payer, c'est attention, c'est un risque donc d'hypoglycémie. Et donc, l'idée, c'est de trouver finalement la valeur seuil ou le seuil supérieur pour lequel on risque d'avoir une augmentation de la mortalité, sur lequel il faudra s'arrêter en post-opératoire. Et c'est cette étude qui y répond et qui dit, attention, si vous tentez de normaliser en post-op, le risque est des hypoglycémies. Et on a regardé, en faisant des strates, à partir de quand la valeur de glycémie est associée à une surmortalité, et ils ont observé une valeur de 1,45 en post-opératoire. Ce qui a permis donc aux sociétés savantes de définir finalement deux seuils de contrôle glycémique en périopératoire. En péropératoire, je vous ai dit, n'essayez pas de normaliser la glycémie, laissez un seuil, de toute façon, un niveau de tolérance. Le niveau, on va le mettre à 1,8. Si vous tentez de normaliser la glycémie, vous allez le payer en post-opératoire par des risques d'hypoglycémie. Et si vous faites des surveillances par capillaire, attention, il y a une surestimation. Et donc, en normoglycémie, finalement, vous serez en hypoglycémie. Et en post-opératoire, le papier de Finet et collaborateurs nous dit que finalement, c'est 1,45 qu'il faut avoir, donc un seuil un peu plus serré pour les patients de chirurgie cardiaque. Alors, c'est pas bien passé, je suis désolé, mais vous avez beaucoup de choses qui peuvent être intéressantes dans les RFE de l'ASFAR qui ont été édités, mais par contre, les RFE nous disent invite en périopératoire. Donc, pour le post-opératoire, il faudra adapter donc les protocoles qu'on vous a fournis. Voilà, je vous remercie de votre attention. Remercier l'orateur. Bon, écoutez, merci beaucoup parce que je trouve que, en particulier pour un chirurgien, c'est extrêmement instructif et d'une très très grande clarté. Merci. Donc maintenant, passons qu'on peut appeler questions et réponses d'ailleurs hein, en français. Qu'est-ce qu'on a comme questions-réponses? Ou du moins comme question avant d'avoir les réponses? Non? Moi, je vais vous en poser une. J'imagine que oui, mais est-ce qu'il y a eu justement des études qui ont permis de corréler le strict contrôle de cette glycémie périopératoire avec la réduction des accidents infectieux, enfin des complications infectieuses après les doubles mammaires, qui sont quand même les patients a priori particulièrement exposés? Alors, je n'ai pas en tête des papiers qui se sont intéressés uniquement au prélèvement à double mammaire, mais oui, il y a beaucoup de papiers qui montrent clairement que si on contrôle la glycémie, alors le contrôle strict dans la vie de tous les jours, on ne peut pas l'appliquer. Hein. C'est vrai pour Green Van Den Berg parce que c'est une équipe qui était très entraînée. Hein. Aujourd'hui, dans la vie de tous les jours, imposer à une infirmière de mettre 50 unités/heure d'insuline pour normaliser la glycémie, on aura à peine tourné les talons que ça sera modifié, et à juste titre, parce qu'il y a un risque d'hypoglycémie. Mais il n'y a pas d'études, en tout cas, je n'ai pas vu d'études spécifiques pour la double mammaire, mais des études en chirurgie cardiaque montrant que le contrôle glycémique réduit l'infection du site opératoire, oui. D'accord, merci. Pascal Carry, je peux poser une question, Alexandre? Bien sûr, Pascal. Bonjour Alexandre, rebonjour. Qu'est-ce que tu n'as pas abordé le fait que l'insuline est cardioprotectrice aussi? Et il y a, moi, tu te souviens de ce papier de Duncan, tu en as cité un, mais un autre papier où il a fait ce qu'on appelle le GIK, nouvelle formule, c'est-à-dire qu'il faisait de l'insuline sur une seringue et de la glycémie sur l'autre. Alors c'est un papier impressionnant, sorti dans Anesthésio il y a 2 ans, je crois, 2 ou 3 ans. Alors, il faisait du contrôle glycémique, mais en fait, il faisait surtout une insulinothérapie importante. Alors, je suis bien d'accord sur le fait que ça peut être dangereux, mais il avait des résultats impressionnants. Et ils ont arrêté l'étude tellement il y avait un bénéfice dans le groupe qui avait une insulinothérapie. Non, je ne suis pas rentré dans les détails, mais tu as tout à fait raison. Alors, Green Van Den Berg, elle a essayé de regarder si les résultats qu'elle observait, et je pense que c'est important de bien comprendre que Green Van Den Berg, même si au début peut-être
un certain nombre d'entre nous ne l'avons pas remarqué, mais c'est quand même des patients de chirurgie cardiaque dans leur majorité, 63%. Elle avait essayé de regarder s'il y avait une corrélation avec l'insuline. C'était moins prononcé que le contrôle glycémique. Néanmoins, tu as tout à fait raison, l'insuline a des bienfaits sur le myocarde. Il va y avoir un effet anti-inflammatoire. Enfin, il y a plein d'effets finalement très intéressants. Et au-delà de normaliser la glycémie, c'est pour ça que j'ai essayé de bien faire comprendre ça à ceux qui nous écoutent. Autant le glucose n'est pas mauvais pour le myocarde et surtout dans sa phase ischémique, on le sait bien, puisque c'est un substrat énergétique qui va être privilégié par rapport aux acides gras libres. Et donc, c'est bien le glucose plus l'insuline favorisant la voie métabolique donc, de la glycolyse qui va avoir les effets bénéfiques. Donc, c'est pas simplement de faire baisser cette valeur de glucose, c'est bien ce que tu dis, c'est l'association glucose plus insuline, favorisant cette voie métabolique sur le myocarde ischémique qui est, à mon avis, favorable et ce qui explique les bons résultats de Gris-Van-Den-Berg. Mais j'espère que M. Ménacher sera d'accord avec ce que je viens de dire. Oui, non, mais j'ai pas la compétence de toute façon pour contester ça. Ce que je vois, c'est qu'il nous reste 1 minute et que je crois qu'il y a une question de Bernard Kretman. Oui, il faut la lire. Alors, Bernard, oui, la question, c'est ces conclusions sont-elles applicables en pédiatrie? Alors, je ne l'ai pas mis, mais c'est vrai qu'il y a un papier qui ne retrouve pas du tout les effets bénéfiques du contrôle glycémique dans la chirurgie cardiaque pédiatrique. Mais la littérature, elle est bien moins abondante, mais c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes arguments pour les cardiopathies congénitales. Très bien, merci. Je crois qu'on est juste dans les temps. Je repasse la parole à Monsieur Pélagi pour la dernière présentation. Oui, j'en profite. S'il n'y a pas d'autres questions, il n'y a pas d'autres questions. Hein. Non, il n'y a pas d'autres questions, j'ai l'impression. Donc, on est bien effectivement en timing. J'en profite pour passer une information parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait eu des problèmes techniques en début de session et que tout le monde n'avait pas pu assister en direct à la première présentation, celle de Pascal Chiari. Toutes les présentations de la session pourront être revues en replay sur le site d'Arcotova. Donc, tous ceux qui l'ont loupé pourront la revoir et puis ceux qui l'ont aimé pourront la revoir aussi. On peut passer peut-être directement à la troisième présentation sur une approche qui est probablement un petit peu moins débattue dans la littérature, mais qui a été évoquée par le premier orateur dans le cadre de l'étude Procard, à savoir quelle est la place de la reperfusion douce et la place de ce qu'on appelle finalement le pH paradoxe en pratique clinique quotidienne en chirurgie cardiaque pour essayer de mieux protéger encore le myocarde. Adrien Bouglet de la Pitié-Salpêtrière va nous faire cette présentation. Adrien, merci. Bonjour, je m'appelle Adrien Bouglet. Dans le cadre de la session protection myocardique, on va aborder ensemble le pH paradoxe et la gentle reperfusion. Alors, l'ischémie-reperfusion secondaire à la chirurgie cardiaque et la circulation extracorporelle est à l'origine de lésions myocardiques tissulaires qu'on va pouvoir mettre en évidence notamment en mesurant la troponine I à la 24e heure post-opératoire. Dans cette étude sur plus de 1300 patients, les auteurs ont séparé leur cohorte en 4 quartiles en fonction du degré de souffrance myocardique exprimé avec la mesure de la troponine à la 24e heure post-opératoire. Et vous voyez que ce degré de souffrance myocardique était directement corrélé au pronostic à court et à long terme des patients. Donc, les lésions tissulaires liées à l'ischémie-reperfusion ont un impact fort sur le devenir de nos patients opérés d'une chirurgie cardiaque. Alors, quand on s'intéresse à la physiopathologie de ces lésions d'ischémie-reperfusion, eh bien, on voit qu'elle est relativement complexe, elle est multifactorielle avec du stress oxydant, avec la formation d'espèces radicalaires de l'oxygène, une surcharge calcique du cardiomyocyte et des modifications brutales du pH lors de la reperfusion. L'ensemble de ces modifications aboutit à l'ouverture du port de transition mitochondriale, ce qui va provoquer l'efflux dans la matrice cytoplasmique du contenu de la mitochondrie et l'activation de protéases, notamment de caspase, ce qui va provoquer finalement la mort cellulaire programmée, c'est-à-dire l'apoptose. Si on s'intéresse un petit peu plus spécifiquement à ces modifications du pH, c'est ce qu'on appelle le pH paradoxe. Lors de la reperfusion,
la cellule va expérimenter une augmentation brutale de son pH qui était abaissé pendant la phase d'ischémie. C'est secondaire à l'élimination de l'acide lactique, à l'activation de l'échangeur Na+H+, et du cotransporteur Na+HCO3-. L'ensemble de ces activations de transporteurs aboutit à une augmentation intracellulaire du sodium et du fait de l'activation de l'échangeur sodium-calcium, finalement une accumulation de calcium intracellulaire. C'est cette accumulation de calcium intracellulaire qui est néfaste et qui va provoquer des arythmies, potentiellement une augmentation de la demande en oxygène du myocarde et puis de la mort cellulaire sous forme de nécrose et d'apoptose. L'hypothèse est donc que moduler la reperfusion pourrait avoir un impact sur l'importance de ces lésions tissulaires induites par l'ischémie-reperfusion, et ça en jouant sur ces modifications du pH, sur les modifications de PaO2 via la modulation des espèces radicalaires de l'oxygène et sur la pression de reperfusion dans le cadre d'une gentle reperfusion. Alors, on a des données animales qui vont dans ce sens, notamment des modèles d'ischémie-reperfusion de cœurs isolés, où après la phase d'ischémie, ces cœurs ont été reperfusés en acidose respiratoire ou en acidose métabolique. Ce qui a pu être montré dans les années 90, c'est que de telles reperfusions acides permettaient de diminuer la taille de la zone infarcie par rapport à une reperfusion contrôle, et puis permettaient d'améliorer la récupération myocardique avec des paramètres fonctionnels comme la pression ventriculaire gauche, le rapport dP sur dt, notamment dans le groupe acidose respiratoire. Plus récemment, cette étude, donc publiée en 2009 dans un modèle de cœur isolé, a expérimenté plusieurs modalités de reperfusion, soit en faisant du post-conditionnement, c'est-à-dire une reperfusion séquentielle avec deux modalités différentes dans ces deux groupes, ou une reperfusion avec un débit réduit à 50%, voire dans ce groupe la combinaison d'une reperfusion séquentielle et d'une reperfusion en bas débit. Les auteurs ont pu montrer donc une baisse rapide du pH intracellulaire pendant la phase d'ischémie, un rebond brutal lors de la phase de reperfusion, et qu'en fait on pouvait moduler effectivement ce retour à un pH normal en faisant varier les modalités de reperfusion. Et lorsqu'on s'intéresse au temps nécessaire pour revenir au pH initial, donc finalement dans quelle modalité on va le plus moduler ce pH paradoxe, eh bien, les auteurs mettaient en évidence que c'était dans un groupe post-conditionnement associé à un débit de perfusion réduit, c'est-à-dire la gentle perfusion. Quand on s'intéresse au cœur, eh bien, on retrouvait ces résultats avec moins de souffrance myocardique dans le groupe associant la gentle reperfusion avec du post-conditionnement, et on retrouvait ces résultats sur la taille de l'infarctus. Il semble donc y avoir un impact sur les lésions tissulaires d'ischémie-reperfusion quand on fait varier ces modalités de reperfusion et notamment quand on fait du post-conditionnement et de la gentle perfusion. Alors, on peut moduler pharmacologiquement cette reperfusion et notamment ce pH paradoxe en inhibant l'échangeur Na+H+, qui participe à la charge en sodium de la cellule. Et donc, si on inhibe cet échangeur avec du cariporide, par exemple, eh bien, on va pouvoir moduler ces lésions d'ischémie-reperfusion. Vous voyez ici, il y avait plusieurs groupes dans ce modèle d'ischémie-reperfusion avec de l'occlusion de l'IVH et des cochons. Soit les auteurs donnaient le cariporide dès le début de la phase d'ischémie, soit pendant la phase de reperfusion. Et ils ont pu observer un bénéfice, que ce soit en termes de fraction de raccourcissement ou de taille de zone infarcie, qui était réduit lorsque l'on donnait le cariporide dès le début de la phase d'ischémie. Ça veut dire qu'on peut moduler pharmacologiquement cet inhibiteur de l'échangeur Na+, cet échangeur Na+H+, et donc on va moduler le pH paradoxe, et en tout cas chez l'animal, cela permet de réduire les lésions d'ischémie-reperfusion. Qu'en est-il chez l'homme? Eh bien, tout d'abord, au cours du syndrome coronarien aigu avec sus-décalage du segment ST, une étude randomisée avec de l'éniporide, qui est également un inhibiteur de l'échangeur Na+H+,
avec deux étapes dans l'étude. D'abord, différentes doses testées, puis finalement placebo versus 100 mg ou 150 mg. Et dans cette étude, les auteurs ne parvenaient pas à mettre en évidence de différence entre les différents groupes, ne serait-ce qu'en termes de troponine. On ne parle même pas d'augmentation de la zone infarcie ou alors de pronostic des malades, ne serait-ce que sur le relargage de troponine, donc directement corrélé au degré de souffrance myocardique, eh bien, il n'y avait pas de différence dans cette étude chez pratiquement 1000 patients. Au cours de la CEC, cette stratégie a également été testée donc chez des patients opérés de pontage coronarien. Vous voyez, presque 6000 patients qui ont été randomisés en cariporide, donc un inhibiteur de l'échangeur NA+H+, versus placebo, avec un critère de jugement fort qui était un critère composite associant le décès ou un infarctus J5. Dans cette étude, il y avait une amélioration du critère de jugement principal dans le groupe cariporide avec une réduction de l'incidence de la mortalité de l'infarctus. Mais lorsque l'on creusait un petit peu, on observait finalement une mortalité accrue à J5 et à J30 dans le groupe cariporide. Et lorsqu'on voulait aller un petit peu plus loin en s'intéressant aux événements indésirables, eh bien, on se rendait compte que cette mortalité accrue était probablement liée à une augmentation de l'incidence des événements cérébrovasculaires dans le cariporide. Qu'en est-il de la gentle reperfusion? Et bien là, on a très peu de données dans la littérature à notre disposition. Il y a cette petite étude sur 14 patients avec des modalités de reperfusion douce, et les auteurs ont pu montrer en microscopie électronique une diminution de l'œdème interstitiel et des modifications mitochondriales en cas de reperfusion plus progressive. Est-ce que moduler la pression de perfusion ou le post-conditionnement peut avoir un impact? Ça a été testé à nouveau au cours du syndrome coronarien aigu chez 700 patients qui présentaient un syndrome coronarien aigu ST+, randomisé en angioplastie standard versus post-conditionnement. Et dans cette étude, et dans aucun des sous-groupes, il n'y avait de bénéfice au post-conditionnement ischémique. En conclusion, la restauration brutale du pH intracellulaire pendant la reperfusion myocardique est la conséquence de l'élimination du lactate et l'activation de l'échangeur NA+H+. Ça participe aux lésions tissulaires d'ischémie-reperfusion, notamment via l'ouverture du port de transition mitochondriale. Chez l'animal, une reperfusion acide ou plus progressive pourrait atténuer ces lésions tissulaires en inhibant l'ouverture de ce port de transition mitochondriale. En revanche, chez l'homme, moduler ce pH paradoxe n'a pas été associé avec une amélioration du pronostic des patients. Alors, on aura sans doute plus de réponses avec cette étude multicentrique randomisée qui combinera 5 mesures: le préconditionnement à distance, l'entretien de l'anesthésie au sévoflurane, le contrôle strict de la glycémie, l'acidose modérée au déclampage et un protocole de reperfusion progressive. Je vous remercie. Très bien, merci beaucoup Adrien pour ces éclaircissements sur des aspects qui sont peut-être un petit peu moins bien connus des cliniciens de la protection myocardique et puis sur la place qu'on peut leur attribuer en pratique clinique. On est en retard et donc on a très peu de temps, peut-être une seule question et puis la conclusion, et je vais donc laisser la parole au professeur Ménaché pour le mot de la fin. Il n'y a pas de question. Est-ce que je peux poser une question, Pascal Chiari? Très courte. Vous m'entendez? Oui. En fait, il y a une chose qui m'intrigue là dans l'étude que vous avez montrée de Menzer, c'est qu'en fait, il y a effectivement plus d'AVC. Il y a une chose qui est assez et que je ne comprends pas dans cette étude, c'est pourquoi ils ont laissé le cariporide pendant 48 heures après l'intervention. Les phénomènes d'ischémie-reperfusion se produisent immédiatement. Et je ne sais pas quelle était la logique de le laisser pendant 48 heures. Je dis ça parce que cette étude a enterré un peu le concept du pH paradoxe.
sur le plan clinique. Et en fait, moi, on peut tous remarquer qu'en salle d'opération, il faut vraiment être méfiant vis-à-vis de l'alcalose respiratoire qui peut être facilement induite à la fin de la CEC, juste avant le déclampage, par nos oxygénateurs de CEC qui sont extrêmement puissants. Et il n'y a rien de plus simple que de surventiler un patient. Et j'ai l'impression qu'on n'est quand même pas assez vigilant sur le fait qu'il ne faut surtout pas surventiler ces malades, sinon on va aggraver les lésions. Je ne sais pas quel est si vous avez un commentaire. Mais... 10 secondes, le commentaire. Ça appelle à beaucoup de vigilance à la fin de la CEC pendant cette phase, effectivement. Mais il y a peu de données, même en cardiologie, sur les syndromes coronariens aigus, qui sont très encourageants en pratique clinique, quand même, pour cette inhibition du pH paradoxe. Monsieur Ménacher, vous voulez conclure? Merci. Oui, merci. Ouais, je crois qu'on est obligé de conclure. Moi, je voudrais juste dire un mot très bref, vous remercier tous les trois pour des présentations très claires et réellement très instructives. Et en particulier, il y a un message important vis-à-vis des plus jeunes que vous avez très bien montré. C'est que pendant longtemps, on a un peu limité la protection myocardique à ce qui se passait pendant la période de clampage aortique, en se polarisant sur quel type de cardioplégie, quelle température, etc. Et ce que vos présentations montrent très bien, c'est que c'est une conception un petit peu réductrice et qu'il faut globaliser le concept de protection myocardique qui commence avant, on l'a bien vu avec l'une des présentations, pendant, je pense au contrôle glycémique, et après, avec ce qui vient d'être dit sur la perfusion. Et cette conception un petit peu plus vaste, un petit peu plus globale de la protection qui va au-delà de quel type de cardioplégie j'utilise et à quelle température, je crois que c'est un message très important que vous avez fait passer et on vous en remercie. Merci. Merci à tous, bonne continuation dans le congrès. Merci. Merci. Merci.